Bonjour à tous. Donc on va continuer aujourd'hui donc le cycle sur les principaux diadoques, hein, donc les successeurs d'Alexandre le Grand. Je vous présente une nouvelle fois donc une source indispensable, hein, c'est le Édouardville, hein, histoire politique du monde hellénistique. Alors juste pour vous montrer l'ampleur de la chose, hein, je me permets de zoomer, regardez là à l'instant. Vous voyez là ici ça c'est juste des notes de bas de page. Hein. Vous voyez un peu. Donc déjà faut avoir une bonne vue. Hein. Voilà, hein, faut le savoir. Voilà, ça fourmille de détails. Alors, à savoir qu'il y a eu plusieurs rééditions. Vous me pardonnerez, je n'ai pas la date là de la réédition là en tête. Parce que la première édition c'était 1965, hein, mais voilà, depuis la bibliographie a été actualisée. Ça reste indépassable, hein. Je veux dire, le Édouardville, au niveau politique, linguistique, on n'a pas fait mieux depuis, de plus complet en tout cas, hein, évidemment. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler donc d'Antipater, qui est un des principaux diadoques, hein, région de Macédoine. Alors d'emblée, hein, faut être clair au niveau des transcriptions du grec ancien, hein, parce que parfois on le connaît sous le nom d'Antipatros. Alors moi, j'ai strictement rien, hein, contre les transcriptions qui respecterait, on va dire, la phonétique grecque, hein, au contraire. Enfin, je pars du principe que si on dit Antipatros, faut dire Alexandros, faut dire Crateros, faut dire Antigonos ou Eumenes. Donc bon, bref, pas chipoter, mais voilà, moi, j'utilise plutôt, on va dire, les transcriptions françaises, hein, voilà, bon, qui viennent souvent du latin. Mais enfin, vous étonnez pas, parce que c'est vrai que parfois il est connu sous le nom d'Antipatros. Alors, il est donc né en 397 avant Jésus-Christ, hein, donc c'est plutôt la génération évidemment de Philippe II, hein, et il est mort en 319, donc relativement rapidement après la mort d'Alexandre. Donc c'est l'un des principaux généraux donc, de Philippe, hein, puis d'Alexandre. Donc on l'a dit, régent de Macédoine au titre de stratège d'Europe, hein, c'est son titre officiel. Et pour être clair, hein, il va montrer voilà un certain attachement, hein, aux traditions macédoniennes face aux tentations orientales d'Alexandre. Donc, à la mort du roi en 323, il va conserver donc la régence, prendre part aux guerres des Diadoques contre Perdiccas et son allié donc Mendecardia, avec notamment l'aide d'Antigone le Borgne, et il va aussi être opposé à une coalition des Grecs, hein, qui vont se révolter une nouvelle fois contre les Macédoniens, autrement dit la guerre lamiaque. À savoir qu'il est aussi le père de Cassandre, hein, là aussi un grand général, futur roi de Macédoine et assassin d'ailleurs de la famille d'Alexandre. On y reviendra là aussi, hein, bien sûr sur Cassandre. Alors, la carrière d'Antipater sous Philippe II est tout de même assez méconnue, hein. Donc on ignore pratiquement toute sa carrière avant 342, hein, date à laquelle Philippe le charge de gouverner la Macédoine pendant que il mène une campagne contre des tribus thraces. Alors, il va se distinguer, hein, durant cette période en contrecarrant les velléités athéniennes sur l'île de B. Alors, il va également, toujours cette même année, représenter Philippe à la Ligue amphictyonique de Delphes, hein, donc une organisation religieuse dont la Macédoine fait partie depuis peu, hein, depuis 346. Et une nouvelle fois, donc à partir de 332, en l'absence de Philippe qui est parti assiéger Byzance, il va assurer une forme de co-régence, on dira, avec Alexandre, hein, parce que voilà, la régence officielle échoua au jeune Alexandre, mais on va dire il a une tutelle, c'est celle d'Antipater. Donc après la victoire des Macédoniens à la bataille de Chéronée, hein, en 338, Antipater est envoyé donc en ambassade à Athènes afin de conclure un traité de paix, hein, et de rendre les dépouilles des Athéniens morts au combat. Et donc après l'assassinat de Philippe en 336, il va aider donc le jeune Alexandre à accéder au trône. Donc au départ, il apparaît, hein, comme un proche
est un fidèle d'Alexandre et de sa mère Olympias. En tout cas, il est un fidèle serviteur des Argéades. Alors au moment voilà, du début de l'expédition d'Asie, hein, il est avec Parménion, hein, le général le plus expérimenté, et c'est à ce titre qu'il va conseiller à Alexandre de ne pas débuter l'expédition sans avoir d'héritier. Donc il va le pousser à se marier, évidemment, en vain. Donc en 334, il va être désigné stratège d'Europe, donc à charge pour lui, hein, voilà, de préserver, on va dire, l'intégrité de la Macédoine, mais aussi de diriger la Ligue de Corinthe, hein, donc système d'alliance, on dira, pro-macédonien. Alexandre, quand même méfiant, hein, lui, envers les Grecs, hein, va lui confier de nombreuses forces militaires. Voyons maintenant sa régence à la tête de la Macédoine. Alors déjà, il dispose donc de pouvoirs très étendus, hein, et il va, on peut le dire d'emblée, mener une politique avisée, en montrant son attachement à une monarchie traditionnelle et patriarcale, hein, dans laquelle la noblesse peut s'exprimer librement au sein du conseil royal. Donc, de fait, hein, il va apparaître comme le souverain véritable aux yeux des Macédoniens restés au pays. Donc, il va utiliser la Ligue de Corinthe afin de maintenir les Grecs dans une forme de dépendance, mais il va quand même, comme Philippe II d'ailleurs, hein, s'appuyer donc sur des régimes oligarchiques ou tyranniques soutenus par des garnisons macédoniennes. Donc il va participer, voilà, indirectement à la conquête, hein, voilà, donc en recrutant, en envoyant donc des renforts, notamment durant l'hiver 334-333, pendant le séjour d'Alexandre à Gordion. Mais rapidement, Antipater sera aux prises avec les cités grecques, hein, qui profitent, on imagine bien, de l'absence d'Alexandre pour se soulever. Dans le même temps, hein, Memnodorod, donc qui est le mercenaire grec au service de Darius III, hein, qui est, on va dire, le chef de la guerre en Anatolie, hein, dirige donc la flotte des Perses et prend contact avec le bouillonnant roi de Sparte, Agis III. Donc, Antipater doit faire face à cette menace en mer Égée de la flotte perse, mais heureusement, hein, Memnon meurt de maladie durant le siège de Mytilène, début 333. D'ailleurs, les successeurs de Memnon, hein, ne sont pas capables de contenir les Macédoniens et le reste de la flotte perse sera dispersé après la victoire d'Alexandre à Issos. Alors, dans un deuxième temps, hein, 332, Antipater doit faire face à la révolte de tribus thraces, emmené en fait par un homonyme, enfin Memnon, c'est Memnon de Thrace, il faut suivre, qui est en fait un stratège macédonien qui est envoyé pour contenir une révolte, mais qui va prendre parti pour les populations insurgées. Ensuite, au printemps 331, hein, au moment où Alexandre quitte l'Égypte, Alexandre donc Antipater, hein, va être menacé par les ambitions d'Agis III dont on a parlé, hein, en intro, donc le roi, l'un des rois de royauté principal, hein, de Sparte. Alors, celui-ci en fait vient de mener une campagne en Crète et il entend soumettre l'ensemble donc, du Péloponnèse et va assiéger Mégalopolis, hein, avec le soutien de contingents achéens, élydiens et arcadiens. Donc là, Antipater va appeler à l'aide Alexandre, hein, qui va lui envoyer donc une part de l'immense trésor de Suse. Donc ça lui permet de recruter de nombreux mercenaires et de mener une armée 2 fois plus nombreuse, hein, que son adversaire. Donc, il va conclure une trêve, hein, avec les tribus thraces et va mener l'offensive dans le Péloponnèse, hein, en personne. Donc là, il va défaire l'armée spartiate dans une grande bataille, hein, parfois un petit peu oubliée, hein, mais voilà, la bataille de Mégalopolis contre les Spartiates, hein, les fameux hoplites spartiates, hein, donc ils sont vaincus et Agis trouve la mort dans la bataille. Donc Sparte négocie la paix directement avec Alexandre, hein, qui va lui imposer voilà, le paiement d'une indemnité, hein, et surtout qui va lui imposer
son entrée dans la Ligue de Corinthe, hein, parce que Sparte avait refusé de rejoindre cette fédération de cités, on va dire, sous la férule macédonienne. Là, on va dire que pendant 10 ans, hein, après la défaite d'Agis, la Grèce va rentrer dans une période de paix, hein, sous la tutelle d'Antipater, jusqu'à la mort d'Alexandre. Alors, revenons maintenant, hein, aux relations qui vont aller, on va dire, en s'aggravant entre Antipater et Alexandre. Donc, au fil de la conquête, en fait, Antipater va se montrer de plus en plus réticent envers la politique orientalisante, on pourrait dire, hein, en intégration des élites perses, sachant qu'il a un préjugé, hein, envers les barbares d'Asie. Hein, voilà, on se souvient de deux filles d'Isocrate et d'Aristote. Et surtout, il ne conçoit pas qu'un roi puisse recevoir des honneurs divins. D'ailleurs, Alexandre va lui écrire, et implicitement peut-être le menacer, en disant qu'il va punir tous ceux qui, à la suite de Callisthène, donc, hein, l'historiographe officiel d'Alexandre, condamne voilà, l'adoption des usages perses à la cour. Sachant qu'en 324, on l'avait vu, à toute fin du règne, Alexandre va annoncer aux Grecs, hein, qu'il doit être honoré d'un culte public, hein, en tant que dieu invaincu. Donc on a bien compris que Antipater n'avait pas cette politique voilà, orientée vers la Perse, ou en tout cas voilà, ce bouleversement de l'habitude macédonienne. Et Antipater aussi, et là il n'a pas tout à fait tort, comprend, on va dire, la maladresse d'Alexandre, hein, parce que celui-ci va s'immiscer dans les affaires intérieures des cités grecques en leur ordonnant le retour des bannis, hein, et le rétablissement dans leurs biens. On avait vu une mesure d'apaisement au départ, hein, mais qui va en fait être contre-productive parce que les cités grecques se voient contraints de faire revenir leurs bannis, leurs exilés politiques, qui voient ça comme une ingérence. Donc Antipater est bien sûr chargé de faire appliquer les édits royaux, hein, mais on va dire sans les soutenir. Et là, en parallèle, hein, il y a aussi évidemment un fait important dont on n'a pas encore parlé, c'est les relations difficiles entre Antipater et Olympias. Alors Olympias a envoyé à son fils plusieurs lettres qui dénoncent la supposée déloyauté du régent, et leurs relations vont s'aggraver au fil de la conquête. Alors à tel point d'ailleurs qu'à un moment, Olympias va être contrainte en 331 de s'exiler donc dans son pays natal, hein, en Épire, où elle va d'ailleurs exercer une forme de régence. Et Plutarque fait dire d'ailleurs à Alexandre, hein, ouvrez les guillemets, qu'Antipater serait blanc à l'extérieur et pourpre à l'intérieur, hein, comme pour dire qu'il jouerait un double jeu. En même temps, Arien, lui, dit que Alexandre n'aurait jamais douté de la loyauté du régent. Enfin, on peut supposer déjà d'emblée que Antipater est d'abord, on va dire, fidèle à la monarchie macédonienne avant d'être fidèle à Alexandre. Donc encouragé par sa mère, Alexandre va, dans un premier temps, à la fin du printemps 324, appeler Antipater à Babylone pour lui demander des comptes. Mais le régent refuse et va envoyer deux de ses fils, dont l'aîné, donc Cassandre, hein, qui jouera un grand rôle ensuite, et son plus jeune fils, qui s'appelle Iolas, qui lui d'ailleurs sera chargé d'être l'échanson, hein, du roi, donc celui en gros qui s'occupe du vin. Donc le régent envoie ses fils plaider sa cause, hein, mais en vain, puisqu'Alexandre va en fait secrètement, hein, charger le fidèle Cratère de retourner donc en Macédoine avec un contingent. Donc ça c'est pas secret évidemment, mais ce qui est secret c'est que Cratère en fait doit destituer Antipater, par la force d'ailleurs si nécessaire, hein, et exercer la régence de Macédoine. Mais évidemment, la mort d'Alexandre en juin 323 va modifier ce plan. Voilà pour cette première partie sur Antipater.